BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans BFM Crypto, le club. C'est ici qu'on traite des grands enjeux de l'écosystème Web3. Aujourd'hui, on va parler des enjeux pour l'Europe et des enjeux pour les États-Unis. C'est le grand match. On en parle tout de suite avec Nathalie Janson. Bonjour Nathalie. Bonjour Amaury. Tu es professeur à Neoma Business School et nous sommes aussi avec Louis Tellier. Bonjour Louis. Bonjour Amaury. Journaliste pour The Big Whale. Exactement. On va faire le point justement sur tous les grands enjeux pour cet écosystème Web3, Europe, États-Unis. Mais d'abord, en France, il se passe quelque chose avec Binance France. Hier, notamment Pauline Armandet de chez nous, BFM Crypto, publiait un article avec des témoignages de clients Binance France qui voyaient leur compte bloqué. Le site de Binance cette nuit, Binance France, a communiqué. PaySafe a décidé unilatéralement de cesser de traiter les dépôts en euros pour les utilisateurs de Binance. Donc certains utilisateurs voient leur compte suspendu, enfin en tout cas fermé. Et après la fin de ce partenariat, on voit aussi que certains utilisateurs ne peuvent plus déposer ni retirer leurs fonds. Son partenaire bancaire, donc du coup PaySafe Louis, avait abandonné aussi la plateforme au Royaume-Uni en mars dernier. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Binance, pour en gros permettre à ses utilisateurs de retirer donc leurs euros de la plateforme ou de convertir l'euro tout crypto, en fait, pour une plateforme d'échange, il faut travailler avec ce qu'on appelle un PSP. Donc, en fait, c'est un prestataire un prestataire de services paiement. Et en gros, sans ces acteurs-là, les plateformes ne pourraient pas permettre justement à leurs utilisateurs de faire des conversions, ce que je viens de dire, de retirer leurs euros. Et en fait, là, c'est ce qui se passe. C'est une annonce qui quand même date de maintenant quelques semaines. En gros, PaySafe cet été a annoncé qu'il allait arrêter de travailler avec Binance. Et entre-temps, Binance avait assuré qu'il allait trouver une solution pour permettre à ses utilisateurs de continuer justement à retirer leurs euros ou de faire la conversion euro-crypto. Visiblement, Binance n'a pas réussi à trouver une solution satisfaisante, n'a pas réussi à gagner plus de temps avec PaySafe qui effectivement a décidé, donc, alors unilatéralement, c'est quand même une annonce qui date de plusieurs semaines, a tout simplement mis fin, selon toute vraisemblance, selon le communiqué de Binance de cette nuit, de mettre fin justement à son partenariat qui permettait justement, je le répète, à ses utilisateurs de retirer les euros ou de faire de la conversion crypto-euro. En fait, ce type d'acteurs, généralement, et ça c'est plusieurs experts qui nous ont expliqué ça, et dont certains qui sont proches du dossier Binance, de manière générale, ce type d'acteurs cherche à travailler avec des acteurs comme Binance, donc des plateformes d'échange, parce que d'une part c'est très lucratif, c'est des énormes contrats. Le problème, c'est que souvent, ils sont rapidement soit rattrapés par leur direction parce qu'ils ont du mal à gérer ces flux qui sont énormes. On rappelle que Binance gère les plus gros flux au niveau mondiaux en termes de conversion et en termes d'échange, tout simplement, parce que c'est la plus grosse plateforme d'échange du monde. Et le problème, en fait, c'est que d'autre part, il y a le régulateur, de manière générale, qui se dit, on en est où là, comment ça se passe ? Et comme les flux ne s'arrêtent pas, puisque Binance est très utilisé, même en temps de bear market, le problème c'est que des acteurs comme PaySafe en fait, sont obligés plus ou moins de mettre un terme à leur collaboration, et c'est visiblement là ce qui se passe. Mais quel est le problème là, que ce soit au Royaume-Uni ou en France? Ça voudrait dire que PaySafe met fin à son partenariat avec Binance parce qu'il ne peut pas suivre la cadence? En tout cas, c'est souvent ce qui se passe avec ce type d'acteurs qui sont souvent quand même entre guillemets, des petits acteurs. Et la conséquence, c'est tout bête, c'est que évidemment, les cryptos et les dépôts des utilisateurs ne disparaissent pas. Sauf que c'est pas disponible, tout simplement, et on peut pas retirer ces euros. Donc, ce qui peut quand même poser un certain nombre de problèmes si, notamment, vous voulez ce qu'on appelle cash out dans l'écosystème crypto. Oui, pour l'instant, rien n'est perdu, mais en tout cas, c'est des dépôts et retraits qui sont suspendus pour l'instant. Exactement. En fait, dans le genre de cas, soit l'argent peut se retrouver chez un régulateur ou tout simplement chez PaySafe, le temps justement qu'on voit un petit peu ce qui se passe et de mettre de l'ordre dans tout ça. Mais attention, l'argent n'est pas perdu ou n'est pas confisqué. En tout cas, on n'y a pas accès. Pour certains utilisateurs, et Binance a communiqué là-dessus, l'argent ne sera pas disponible avant quelques semaines. Voilà. Nathalie, tu voulais réagir à ça? Oui, c'est effectivement, je voulais juste effectivement confirmer. Le problème ici, c'est le fait qu'en ce moment, on soit en train de se réguler un peu de partout, fait qu'il y a des pressions sur les acteurs, notamment ces fameux PSP, qui, eux aussi, ont des recommandations pour, justement, en termes de KYC, de l'origine des fonds. Il y a beaucoup de pression en ce moment sur l'origine des fonds. Et donc, les cryptos, ils sont dans le viseur des régulateurs
régulateur. Et donc, voilà, c'est pas une bonne nouvelle. Effectivement, Binance n'en avait pas besoin parce qu'il perd quand même pas mal de pertes de marché. Faut quand même aussi le noter. Il descend au fur et à mesure des mois à cause de tous ces ennuis légaux aux États-Unis. Voilà. Donc, c'est pas non plus une très bonne nouvelle pour Binance de toute façon, puisque ça veut dire encore une fois une mauvaise pub pour eux en tout cas. On parlera des États-Unis dans quelques instants, mais Louis, surtout, qu'est-ce qui va se passer pour la suite là ? Qu'est-ce qu'on peut dire aux utilisateurs français de Binance ? D'attendre, tout simplement. En fait, pour l'instant, c'est quand même assez bête. C'est que si vous voulez retirer vos euros ou faire des conversions euros, en fait, ce que conseille Binance, c'est de convertir vos euros en crypto. Voilà. Et là, en fait, il n'y a pas de risque que le compte soit suspendu. En tout cas, selon Binance, j'avoue qu'il y a peut-être certaines subtilités que j'ai loupées, mais en tout cas, c'est globalement ce que conseille Binance à ses utilisateurs et d'attendre. Et après, peut-être ce qu'on peut rajouter quand même, c'est que, en fait, les retraits en euros, donc en fiat, comme on dit aussi dans l'écosystème crypto ou dans le monde anglo-saxon, c'est qu'en fait, c'est le talon d'Achille un petit peu de Binance. Tout le monde s'accorde à dire que Binance est la plateforme la plus utilisée de manière générale, au niveau retail et puis peut-être aussi pour certains professionnels. Mais le problème, c'est que c'est pas la première fois que Binance est confronté à ce genre de désagrément. Quasiment à peu près tous les 6 mois ou tous les 8 mois, il n'est pas rare de voir Binance dire, voilà, les virements, ce qu'on appelle SEPA, sont suspendus. Donc les virements qui permettent de retirer notamment ces euros, pas via carte bancaire, mais qui sont gratuits en fait quand vous utilisez ça coûte rien, au contraire de la carte bancaire. Et le problème, c'est que régulièrement Binance est confronté à ce genre de soucis, notamment parce que Binance fait des flux énormes et que ces flux-là, parfois, les acteurs comme PaySafe ont peut-être aussi du mal à les gérer. Donc, ce qu'on peut conseiller, ce que conseille aussi Binance aux utilisateurs de Binance, c'est tout simplement d'attendre en fait. D'accord. Donc pour résumer, il n'y aurait pas d'erreur ou quoi qui a été faite par Binance. C'est juste que Binance serait trop gros pour ces acteurs-là. Pour le moment, c'est ce qu'on sait et c'est ce que certaines personnes proches du dossier nous ont dit. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de communication officielle. Mais souvent, dans ce genre de cas, c'est ce qui se passe. Oui. Bon, on va faire un point sur ce qui se passe aux États-Unis puis en Europe. On va commencer par l'Europe, Louis. Que se passe-t-il ? Quels sont les grands enjeux pour l'écosystème Web3 européen ? C'est quoi ? Ça va être continuer d'être attractif, d'attirer des financements. Par quoi on pourrait commencer ? On pourrait commencer par ça, effectivement. Si vous voulez, les dernières années, particulièrement l'année 2021 et la première année, la première partie de l'année 2022 a vu en fait des montagnes de cash déferler sur l'écosystème crypto, parce que tout simplement c'était en fait le sujet à la mode. Et là, on voit depuis 1 an, voire 1 an et demi, plutôt 1 an, que ces flux-là en fait se sont complètement taris et que l'argent est beaucoup plus rare. Donc l'un des gros enjeux pour l'écosystème crypto, ça va être de continuer à être attractif. Et pour reprendre un peu les mots de certains fonds qui commentent la situation, en fait, aujourd'hui, prétendre changer le monde, ça suffit plus. Il faut trouver des cas d'usage qui rapportent de l'argent assez rapidement et qui vont permettre justement de montrer qu'on n'est pas juste là à tenir les promesses, mais qu'il va falloir aller, on va dire, au-delà de ces promesses éternelles de la crypto. Donc, globalement, il y a 2 sujets qui peuvent tenir le marché et qui sont, on va dire, entre guillemets à la mode actuellement, c'est la tokenisation des actifs financiers et l'investissement crypto. Donc l'investissement crypto via les ETF, donc ce qu'on appelle ETF aux États-Unis, et via les ETP en fait, qui sont des produits structurés dans l'Union européenne. Donc en gros, c'est les deux tendances qui vont permettre ou sur laquelle vont surfer les acteurs crypto cette année. Donc c'est les 2 cas d'usage qui aurait un réel usage et qui pourrait être lucratif du coup. Et exactement, c'est les 2 cas d'usage aujourd'hui qui sont identifiés comme étant les plus susceptibles de faire de l'argent entre guillemets rapidement. Voilà. Et on a aussi Mika qui arrive en Europe. Les acteurs ils doivent commencer à se structurer. Il y a un premier tri qui a été fait déjà dans les derniers mois. Alors Mika Comment ces acteurs-là voient l'arrivée de Mika ? C'est-à-dire que Mika, c'est une bonne chose, c'est-à-dire que ça va apporter de la clarification pour les acteurs Web3 européens, ou alors ça va être un boulet. C'est pas un boulet parce que dans le sens où ils vont être obligés de faire avec de toute façon, et c'est quand même jugé comme étant une bonne chose parce qu'en fait ça va clarifier les règles. Le problème c'est que
Alors jusqu'au 30 décembre 2024, si vous voulez, on va rentrer dans une période de transition. Et en fait, cette période de transition, le but de cette période, ça va être en gros de préciser un certain nombre de points techniques d'application de MiCA et surtout d'harmoniser la législation entre tous les droits, entre les 27 droits de l'Union européenne. Donc ça, c'est le boulot de l'EBA et de l'ESMA. Et en fait, entre-temps, si vous voulez, on va passer de la théorie à la pratique. C'est-à-dire que ce qui est écrit sur le papier, maintenant, il va falloir l'appliquer. Et parfois, en fait, en ce moment, il y a des comités techniques qui vont se tenir. Et il y a deux enjeux. Il y a d'une part passer, comme je le disais, de la théorie à la pratique, et puis d'autre part, le traduire dans les droits des 27 pays de l'Union européenne. Donc ça va être un énorme enjeu. Oui. D'ailleurs, là-dessus, en fait, il y a deux moyens de réguler en Europe. Il y a les directives et les règlements. Là, ce serait un règlement MiCA, du coup, donc une fois adopté, qui s'appliquerait directement aux membres de l'Union européenne, sans avoir besoin de passer par les parlements nationaux. Du coup, ça voudrait dire que c'est une course contre la montre pour tous les États européens, c'est-à-dire qui veulent, on va dire, se développer leur industrie Web3. Alors, en fait, c'est pas vraiment une course, si vous voulez. C'est un des seuls moyens pour les États, en fait, de favoriser, on va dire, un petit peu leurs champions, c'est le nombre de mois. En fait, après le 30 décembre 2024, donc après la période de transition que j'ai décrite juste avant, vous avez la possibilité, si vous êtes un État, un régulateur, d'étendre en fait une phase de transition qui peut aller jusqu'à 18 mois. Donc en gros, pendant 18 mois, les acteurs qui ont déjà fait le choix de la régulation, donc qui sont déjà enregistrés à cette date, qui étaient déjà enregistrés avant, en fait, ont le droit encore d'avoir un temps d'adaptation où certaines pratiques sont tolérées, pas hors la loi évidemment, mais vont être tolérées par le régulateur. Donc, si vous voulez, en gros, ça va être les mêmes règles pour tout le monde. C'est le but de MiCA, c'est d'harmoniser les règles des cryptoactifs dans les 27 pays de l'Union européenne. Mais après, les États, si vous voulez, ont pas forcément de prise, dans le sens où c'est un règlement européen, donc ça va s'appliquer normalement de la même manière à tout le monde. Voilà. Et pour finir là-dessus, est-ce que ce règlement qui va arriver, est-ce qu'il est clair pour l'instant? Est-ce qu'il est lisible? Est-ce que c'est clair pour les acteurs économiques du Web3 en Europe? C'est clair dans le sens où il y a, on va dire, un texte qui est sorti. Après, une nouvelle fois, le but de la période dans laquelle on est jusqu'au 30 décembre 2024, ça va être pour les lobbies, les associations qui représentent le secteur, de dire attention, il y a peut-être un danger ici, attention, on a peut-être le texte n'a pas bien précisé ce type de pratique. Donc ça va être un des enjeux de la période de transition et des discussions qu'il y a avec les régulateurs au niveau européen. Mais après, en fait, si vous voulez, MiCA, c'est à la fois loin et à la fois près. Parce que les acteurs vont devoir, surtout crypto, en fait, vont devoir faire du recrutement, vont devoir structurer leurs entreprises. Et ça, c'est des processus qui sont assez lourds parce que MiCA est beaucoup plus exigeant que ce qu'on a par exemple en France, qui s'appelle l'enregistrement PSAN. L'enregistrement PSAN, en gros, ça oblige les acteurs à mettre en place des procédures anti-blanchiment d'argent et lutte contre le terrorisme. Là, on va passer à un autre niveau, c'est-à-dire qu'il va falloir recruter des gens qui s'occupent de la compliance, il va falloir structurer, il va falloir mettre en place un certain nombre de choses. En gros, si vous voulez, MiCA, le but de MiCA, c'est de faire en sorte que les entreprises crypto, la structure des entreprises crypto et le fonctionnement des entreprises crypto se rapprochent le plus d'institutions financières, sans forcément en être complètement. On ne va pas leur demander d'être des banques, en tout cas, mais voilà, on va leur demander que leur structure se rapproche et se professionnalise beaucoup plus. Et ça va coûter extrêmement cher. Moi, je dirais pas, comme vous l'avez dit, Amaury, que le tri s'est effectué, mais en fait, si vous voulez, le tri est en train de se faire. Ah oui, bien sûr, il est pas fini, voilà. Mais ça a commencé. Oui, ça a commencé. En fait, ça a commencé dans le sens où il y a, par exemple, beaucoup d'entreprises qui sont un peu ric-rac au niveau fond, au niveau fonctionnement. Et d'ailleurs, de manière, on va dire, assez officieuse, en fait, si vous voulez, il y a les superviseurs qui commencent à essayer de cartographier, en fait, les acteurs qui seraient susceptibles ou pas d'avoir l'agrément pour enregistrer et accompagner au mieux les acteurs dans cette transition vers MiCA. Et puis, à la fin, je rajouterais quand même aussi que la professionnalisation, elle va s'appliquer aux associations qui représentent le secteur. Donc, il y en a au niveau européen, mais il y en a aussi en France. La plus connue, c'est l'ADAN, l'Association pour le développement des actifs numériques. Et l'objectif pour ces associations, c'est de continuer à monter en puissance, continuer à se professionnaliser. D'ailleurs, au niveau de l'ADAN, il y a des poids lourds qui vont rejoindre l'ADAN, qui vont faire corps avec l'ADAN pour au mieux représenter le secteur. Et le meilleur exemple aussi
de professionnalisation de la donne, c'est qu'il y a plusieurs banques maintenant qui siègent au board. Et ça, c'est quand même un témoignage justement que les associations se professionnalisent et qu'on rentre, on va dire, dans un autre univers. Bon, on voit qu'aujourd'hui, en Europe, on a une certaine avance, en tout cas pour l'instant, qu'il faut dans l'idéal conserver. Mais quand on passe outre-Atlantique, le grand drame là-bas, c'est qu'il n'y a aucune clarté, Nathalie. Pour l'instant, c'est le flou total niveau régulation. Oui, alors effectivement, ça contraste. On ne s'attendait peut-être pas autant de flou artistique de la part des États-Unis, mais je pense qu'il faut se rappeler déjà une chose, c'est qu'en fait, il n'y a pas un accord, et on le retrouve en Angleterre, donc c'est un peu approche anglo-saxonne, c'est qu'en fait, il n'y a pas un accord complet sur le fait qu'il faille avoir une réglementation pour ces acteurs crypto en particulier. Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui pensent qu'en fait, il ne faudrait pas qu'ils survivent. Donc surtout, ne pas les réguler, puisque du coup, on l'a lu dans la presse anglo-saxonne, de la part de membres d'autorités de régulation. En fait, ils considèrent la crypto comme un casino. Donc au même titre que le casino, après tout, ceux qui y vont connaissent les risques. Et il ne faut surtout pas légiférer pour avoir une protection de l'investisseur, parce que sinon, le secteur va grossir. Et en fait, on ne veut pas. Donc, il y a une partie qui n'est pas prépondérante, mais qui existe. C'est-à-dire qu'on a quand même des gens qui sont plutôt de ce bord-là et qui n'ont peut-être pas envie de voir une réglementation émerger qui permettrait d'avoir effectivement une vision plus claire, en fait, un cadre plus clair, qui protégerait l'investisseur et qui permettrait donc à ces entreprises de continuer à prospérer. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a cette lutte aux États-Unis entre la SEC, donc le gendarme financier, et une autre institution qui est la CFTC, qui s'occupe de tout ce qui est marché à terme, et effectivement, Gary Gensler, qui est donc celui à la tête de la SEC, il est un peu dans un activisme effréné depuis la chute, je pense, de FTX. Il a quand même eu, ça a été quand même un sacré désaveu pour lui, puisque voilà, c'est quand même un scandale qui a pris des proportions énormes. Et est-ce que c'est pour ça qu'il fait de l'activisme ? Mais en tout cas, lui, il démord pas. Il dit qu'il n'y a pas besoin d'avoir de législation particulière, parce que pour lui, à part le Bitcoin, donc le Bitcoin se sauve effectivement à ses yeux, puisque pour lui le Bitcoin c'est une commodity, le reste c'est du titre financier, donc ça rentre sous la SEC. La SEC protège très bien les investisseurs. Donc pourquoi inventer une roue supplémentaire alors que tout va bien, on a déjà une réglementation qui existe. Donc voilà. Alors évidemment, vous vous doutez bien que le secteur crypto n'est pas tout à fait d'accord, puisqu'effectivement les cryptos c'est pas quand même tout à fait comme un actif financier. Alors aux États-Unis il y a un test qu'on appelle le Howey test qui est là pour essayer de faire la distinction entre les deux. Et dernièrement, effectivement, tout ça se finit devant le tribunal, puisque à chaque crypto qui n'est pas d'accord, eh bien, notamment Ripple, on avait entendu voilà, le rendu de la Cour de justice qui a dit, écoutez, finalement, la SEC est un peu sévère avec Ripple, parce qu'effectivement, si on partit, on peut le considérer comme un titre financier, puisque c'était issu d'une ICO. En fait, le reste, les jetons qui circulent ne relèvent pas du titre financier. Donc vous voyez, donc c'est quand même un peu particulier comme contexte. Et on a donc un lobbying fort, parce qu'effectivement, les acteurs crypto se disent, mon Dieu, ça se structure. C'est pas avantageux pour eux. Exactement, outre-Atlantique. Puis il n'y a pas que l'Europe, il y a le Japon, Singapour, la Suisse. Enfin bon, on l'a rappelé, il y a beaucoup d'endroits qui se structurent. Donc ils se disent, on va perdre l'avantage de notre créativité. Parce qu'en fait, on est dans un no man's land. Et c'est ça, en fait, qui préoccupe beaucoup. Et ce no man's land n'est pas à leur faveur. Et ils jouent de malchance, puisque, donc hier, il y avait plusieurs auditions. C'était encore un grand jour de lobbying au Capitol Hill. Donc, tout le monde était là. En plus, visiblement, Coinbase met même de la pub sur son site américain pour dire, on veut une législation claire. Donc, on voit vraiment que ça les préoccupe au premier chef. Et, parce qu'aux États-Unis, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a aussi le problème de l'accord sur le budget, et qu'en fait, c'est une course contre la montre. La crainte d'un potentiel prochain shutdown. On a peur que le shutdown, en fait, arrête les discussions. Parce qu'il faut quand même dire que quand vous lisez un peu les méandres législatifs, donc il y a bien des lois qui ont été votées par une des chambres, notamment donc la chambre qui s'occupe des affaires financières, mais en fait, elle n'arrive pas à redescendre. C'est-à-dire qu'elle est là, mais les sénateurs
sont pas hyper pressés non plus, parce que eux, ils sont en train de marteler justement sur le blanchiment d'argent, et en fait, ils sont en train de pénaliser. Ils pénalisent de plus en plus en fait les acteurs crypto en demandant en fait la preuve que des fonds ne proviennent pas du blanchiment. Donc, on voit bien qu'en fait, les législateurs se précipitent pas du tout. Donc, effectivement, entre ça, le probable shutdown qui ralentirait encore plus, on comprend les acteurs crypto qui sont un peu en désespoir. Bon, si on peut résumer, en tout cas du côté des États-Unis, il y a deux camps. Il y a à la fois ceux comme Gary Gensler, président de la SEC, qui ne veut pas réguler en disant il n'y a pas besoin, mais en fait, c'est pas forcément qu'il n'y a pas besoin, c'est parce qu'il pense que ça n'arrangera pas cet écosystème crypto contre qui il est plus ou moins en guerre, entre guillemets. Oui. Et de l'autre côté, les acteurs crypto qui, eux, ont intérêt à réguler, mais en même temps, il y a l'intérêt aussi économique des États-Unis qui pourrait se passer d'un flux massif d'argent qui arriverait dans un potentiel prochain cycle. Là, on se dirige vers quoi? Plutôt vers de la régulation ou plutôt vers pas de régulation du tout aux États-Unis? En fait, alors peut-être pour revenir sur Gary Gensler, en fait, souvent on lui colle cette étiquette d'anti-crypto. Faut quand même préciser aussi qu'il donnait des cours sur la crypto oui, MIT il y a encore quelques années. Oui, oui. Donc dire qu'il connaît pas bien le sujet ou qu'il est contre la crypto. Alors c'est pas qu'il connaît pas bien, mais en tout cas il connaît le sujet. Mais aujourd'hui, visiblement, en tout cas dans ses dernières actions et prises de parole, on voit qu'il n'y est pas favorable. En tout cas, il va pas vers un développement de cet écosystème aux États-Unis. Il ne veut pas à part. Alors, le problème, c'est qu'aux États-Unis, il y a quand même eu Genesis, il y a eu FTX surtout. Et en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de cadre clair. Donc, imaginez, vous êtes régulateur, il n'y a pas de loi spécifique aux cryptos. Qu'est-ce que vous faites? Soit vous appliquez la loi qui existe, qui est complètement inadaptée au secteur, ou alors vous faites rien et vous êtes viré. Même vous pouvez peut-être vous retrouver peut-être dans des ennuis judiciaires et peut-être même en prison. Donc, si vous voulez, on est obligé d'appliquer une loi qui est complètement inadaptée. Après, effectivement, est-ce que Gary Gensler... de manière générale, les régulateurs voient les plateformes d'échange, si vous voulez, comme des bourses. Donc, on va dire un petit peu comme Euronext ou le Nasdaq. Et le problème, c'est que ces plateformes d'échange ont des carnets d'ordre. Donc là où vous allez vous échanger de la crypto avec des contreparties. Le problème, c'est que tout ça n'est pas clair. Tout ça n'est pas disclosé. Tout ça n'est pas assez transparent à leur goût. Oui, parce qu'elles ne sont pas établies comme bourse dans leur statut. Alors, exactement. Et le problème, c'est qu'il faudrait une loi, justement, qui soit adaptée à la fois pour les surveiller, mais à la fois pour qu'elles puissent aussi se développer. Voilà. Et le problème, c'est qu'aux États-Unis, comme l'a dit Nathalie, il n'y a absolument pas de cadre clair, comme ça peut commencer à émerger en Europe. Après, la question, c'est est-ce qu'en Europe, on se pose les bonnes questions? Est-ce qu'on n'a pas légiféré trop tôt? Est-ce que les États-Unis, finalement, ne se posent pas les bonnes questions d'abord? C'est pour ça que c'est difficile. Donc, on est un petit peu dedans. Qui aura raison dans les 5-10 ans? Ça, c'est la grande question. Oui, parce qu'effectivement, là, ce qui émergerait, c'est qu'effectivement, la CFTC deviendrait le régulateur. Si c'est ça, ce serait plutôt positif pour l'écosystème crypto américain. Oui. Parce qu'il y aurait des règles. Exactement, il y aurait des règles. Alors, il y en a certains qui disent, comme on l'a pu le dire pour l'AMF, oui, mais ils n'ont pas assez de ressources, donc comment ils vont pouvoir se démêler de cette future régulation? Donc voilà, donc on en est là. Le match, effectivement, la seule chose préoccupante, effectivement, pour les acteurs, c'est le fait qu'ils voient que le temps, en fait, s'étend et qu'en fait, il va y avoir des vraies échéances qui vont empêcher le processus de continuer. Je pense que c'est ça qui leur fait le plus peur, c'est de continuer à retarder par manque d'appétence. Alors, si on peut résumer rapidement, qui est le plus avancé là entre l'Europe et les États-Unis? C'est-à-dire qu'au niveau législation, en Europe, on a avancé, mais peut-être trop tôt. Exactement. Peut-être que finalement, les États-Unis paraissent en retard, mais ils ne le sont peut-être pas totalement. Exactement. Quel est votre sentiment tous les deux? Qui gagne le match, entre guillemets, pour l'instant? Pour le moment, c'est l'Europe, parce qu'il commence à y avoir des règles claires. Mais après, sur le long terme, c'est ce qu'on a décrit, c'est qu'on ne sait pas qui sera gagnant sur le long terme. Voilà. Mais pour le moment, en tout cas, l'Europe Amica a des règles claires. Et en attendant que le marché américain se débloque, il y a beaucoup d'acteurs, comme Coinbase notamment, qui accélèrent depuis quand même quelques semaines, depuis quelques mois, son expansion en Europe. Donc on voit bien que des gros acteurs comme Circle, comme Coinbase, même Gemini, d'autres acteurs vont arriver en Europe justement pour essayer d'aller conquérir des marchés en attendant, et ça faut quand même bien le préciser, en attendant que le marché américain se débloque. Donc ça pourrait être les grands gagnants, c'est-à-dire qu'in fine, ils pourraient être à la fois bien développés en Europe et ensuite aux États-Unis, si jamais il y a un cadre clair qui arrive, c'est ça?
Oui, moi j'ai quand même un petit doute sur. Enfin, je pense que aux États-Unis, effectivement, le fait qu'ils ne se précipitent pas pourrait quand même le tourner à leur avantage plus tard. On verra, mais c'est vrai c'est un peu comme justement la question de la monnaie digitale de banque centrale, où on voit que les États-Unis sont vraiment, à des années-lumière de tout le monde en retard, c'est-à-dire sur le papier, et qu'en fait la façon dont ils procèdent finalement sera peut-être la meilleure, c'est-à-dire que eux, ils laissent en fait les acteurs privés du stablecoin en fait surnager pour voir en fait si ça serait pas ça leur futur stablecoin. Mais c'est comme en finance, voilà. Il y a une question de time market. Oui. Si vous arrivez trop tôt, vous avez tort. Si vous arrivez trop tard, vous avez tort. Donc c'est un petit peu le même principe avec la régulation. Il faut arriver au bon moment. C'est pas simple. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Nathalie Janson, professeure à l'INMA Business School. Louis Tellier, journaliste à The Big Whale. On parlera lors de votre prochain passage aussi de l'euro numérique et de Christine Lagarde, évidemment, parce qu'il y a des choses qui se passent aussi de ce côté-là. Quant à nous, on se retrouve lundi dès 15h et demain vous retrouvez les pros des cryptos avec Guillaume Sommerer à 15h. Bonne journée, bonne soirée, à lundi. BFM Business, BFM Crypto, le club.